Pour ceux qui ont participé à la première séquence, je sais que quelques mains s'est élevées, qu'on n'a pas pu prendre les questions pour raison de timing. On se garde ça pour la toute fin d'atelier. On essaiera voilà, de répondre à toutes vos questions. Paul, je t'en prie, je te laisse ouvrir le bal. Merci beaucoup. C'est vrai que, donc, vous l'avez lu, c'est sur le programme. On a 3 parties différentes. La première partie sur laquelle on voulait se repencher un peu, c'était s'autoriser à être plus créatif. Alors ça s'exprime comment? J'imagine qu'on a déjà tous entendu, ou vous avez tous entendu, l'un de vos collègues, ou quelqu'un qui dit « je veux faire le buzz ». Le buzz, c'est un peu un mot qui veut tout et rien dire. Ce que moi, personnellement, j'en sors à chaque fois que quelqu'un me dit ça. Il y a un enjeu de notoriété, on veut faire parler de soi, on veut, grâce aux réseaux sociaux, créer de l'interaction, de la réactivité, surtout du partage en fait de ce que l'on met en avant. Mais du coup, aujourd'hui, le buzz, il y a aussi ce côté créatif, et pour essayer de se démarquer de la concurrence, de nos voisins, essayer de vraiment avoir ce côté un peu unique que l'on peut avoir en fait dans ce côté créatif. Et c'est vrai que le buzz, c'est toujours un mot qui fait un petit peu peur, notamment quand on nous demande de le gérer. On aime ou on n'aime pas, mais ça reste assez intéressant aujourd'hui de réfléchir comment on peut justement réussir à faire le buzz. Ce mot un peu qui fait toujours peur. Ce qui est vachement bien en fait sur toutes les plateformes que l'on a, donc là il y a juste un petit pêle-mêle en fait, c'est qu'il y a une multitude de posts, on en a parlé dans la première partie. Chaque plateforme a ses spécificités, ses atouts, ses avantages, ses inconvénients, et être créatif aujourd'hui, c'est aussi être capable de s'adapter en fait aux différentes plateformes et à ce qu'elles demandent, ce qu'elles réclament, tant sur le côté algorithme que sur le côté de notre communauté, essayer d'adapter des contenus en fonction de notre communauté. Cependant, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est pas forcément facile d'être créatif quand on a une journée de 9 h à 18 h. La créativité, c'est pas quelque chose qui est timé, c'est-à-dire qu'on commence pas à être créatif à 9 h, on finit pas d'être créatif à 18 h. Parfois, on a une idée qui arrive comme ça, qui pop dans notre tête à 3 h du matin, et c'est une idée qui peut passer comme ça, et qui s'enfuit après dans le reste de la nuit. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on va essayer de revenir sur le côté comment est-ce qu'on s'autorise en fait à être plus créatif, et comment on arrive à créer en fait des processus de créativité qui nous permettront ensuite de répondre aux enjeux des plateformes et à nos besoins en termes de communication. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est une étude qui était sortie par CB News, enfin c'est un chiffre qui était sorti par CB News, c'est qu'aujourd'hui la créativité, donc juste la créativité, la valeur ajoutée en fait d'un poste représente en fait compte à hauteur de 50% dans l'efficacité d'une campagne. Donc c'est un chiffre qui est global, qui n'est pas seulement lié au tourisme, mais c'est un chiffre qui reste quand même hyper intéressant dans le sens où on a tendance toujours à imaginer un post sur les réseaux sociaux comme quelque chose de très facile à faire. Vous, en tant que CM ou social media manager ou acteur, en tout cas sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous avez très souvent quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Oh, j'ai une information, fais-moi un post, ça ne te prendra jamais très longtemps. » Sauf que en fait, faire un post comme ça, ben, c'est pas toujours pertinent. Parce que est-ce que ce post, déjà, l'information, le sujet en lui-même est intéressante pour notre cible? Est-ce qu'elle est intéressante pour la plateforme que l'on souhaite toucher? Enfin, il y a toutes ces choses-là en fait qu'il faut prendre en compte dans un processus créatif. Et vous êtes les premiers concernés. C'est vrai que la créativité aujourd'hui, c'est quelque chose sur les réseaux sociaux qui reste primordial. On l'a vu tout à l'heure dans les échanges qu'on a eus, notamment sur l'essor du snack content. C'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas seulement ignorer aujourd'hui dans un processus de création des posts. Nous, la manière que l'on a de réfléchir à ça aujourd'hui, ça va être de s'accorder des temps de créativité. Qu'est-ce que c'est un temps de créativité? On sait que votre agenda, votre calendrier est toujours très chargé, il y a plein de choses à faire, toujours, hein, qui ne sont pas forcément que liées, vous n'êtes pas forcément que community manager, il y a aussi pas mal d'enjeux de communication qui sont derrière ça. Donc c'est vrai que s'accorder un temps de créativité, de réflexion, ça permet en fait un peu de débrancher son cerveau. De ne pas penser à autre chose. Donc on va couper tous les mails, on va couper toutes les notifications du téléphone, et en fait on va essayer de se mettre dans une posture créative. Donc il va falloir essayer de réfléchir en fait à quel est l'objectif que je souhaite mettre en avant. Imaginons, je veux mettre en avant un acteur de mon territoire. Qu'est-ce que je peux penser en termes de format?
quel est le message que je souhaite adresser, et surtout, ensuite, quel objectif je vais avoir à terme. Est-ce que c'est juste le présenter? Est-ce que c'est présenter son activité, le présenter lui en tant que personne, ou elle en tant que personne, présenter son activité, et en fait, essayer vraiment de tirer le fil sur le message que je souhaite montrer, et pourquoi, et surtout, à quelle cible je souhaite pousser cette information. Il y a un autre point qui est quand même hyper important, c'est ne pas freiner ses idées. On a tous des idées, on sait tous réfléchir à une manière de penser des postes, sauf que parfois on ne va pas forcément oser en fait parler de son idée, parce que parler d'une idée, être créatif, c'est aussi un peu vendre une partie de soi. C'est-à-dire que quand on a une idée, on a parfois peur de se dire est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle va être comprise, est-ce qu'elle va être acceptée par la communauté. Donc c'est vrai qu'une idée parfois, et j'imagine que tous vous avez des idées parfois quand vous faites des posts, mais parfois on va se dire tiens, ça me plaît pas trop la manière que j'ai de passer, et puis je vais avoir honte, je vais pas oser en parler. En fait, dans le processus créatif, une idée, même si elle n'est pas pertinente, l'idée de base, en échangeant avec vos collègues qui travaillent sur les réseaux sociaux, des connaissances, vous pouvez tirer le fil d'une idée. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans un processus créatif sur une idée, c'est qu'on peut partir d'un postulat de base. Imaginons, je reprends l'exemple de la personne l'acteur du territoire que l'on souhaitait mettre en avant. Imaginons, on va le mettre lui en avant, vous proposez une idée, et finalement, en réfléchissant, en vous posant plus sur cette idée, vous dites ah ouais, mais en fait je peux prendre cet angle-là, puis ensuite je vais aller sur cet angle-là, puis cet angle-là. En fait, ce qui est hyper important dans un processus créatif, c'est de ne pas se freiner. Comme je disais, c'est toujours très compliqué en fait de mettre en avant ces idées, mais c'est en mettant vos idées en place, en les réfléchissant et en les développant, que vous allez aussi être plus créatif et pouvoir ensuite proposer des contenus qui vont être beaucoup plus pertinents auprès de vos différentes communautés et auprès des différentes plateformes sur lesquelles vous adressez des messages. Il y a le côté tester des nouveaux formats. Ça rejoint un petit peu le point suivant qui est faire de la veille, mais on en a parlé, il y a plein de choses globalement sur les réseaux sociaux qui se développent tous les jours. Plus ou moins tous les jours, à quelque chose près. Mais aujourd'hui, sur ces nouveaux formats, c'est des choses qui vont être poussées un peu plus par les algorithmes. La mise en avant des Reels, toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, en termes de réflexion, ce qui est important de se dire, c'est que tester des nouvelles choses. On en a parlé tout à l'heure avec la personne qui nous parlait de Ugly is Beautiful. Ugly is Beautiful. En fait, pourquoi pas? Testons. Il n'y a pas de risque aujourd'hui à prendre si on est aujourd'hui dans une réflexion stratégique autour, en fait, qui ne met pas forcément en danger le territoire, votre organisme, votre structure. Ça, il n'y a pas du tout de souci par rapport à ça. Par contre, en fait, testons des choses. Testons des nouveaux formats, des nouvelles idées. Encore une fois, c'est en testant qu'on apprendra plus sur notre communauté, dans un premier temps, et qu'on pourra voir aussi si ce que l'on propose est pertinent. Encore une fois, c'est pas grave, se rater, on se plante tous, et c'est ça aussi qui est important dans le côté créativité, c'est que globalement, on s'est tous plantés. Et même les marques aujourd'hui les plus créatives, j'imagine que vous avez tous en tête des BK, Burger King, ils sont un peu les plus importants en termes de créativité il y a quelques années. Là, c'est un peu moins le cas, mais avec leur agence, ils arrivent à produire des gros contenus, mais ils se sont plantés plein de fois. Il y a plein de fois où ils ont fait des trucs qui n'étaient pas pertinents, où ils se sont plantés, où ils se sont pris un gros bad buzz de la part de leur communauté, mais c'est pas grave, ils ont essayé. Tant que ça ne les met pas forcément en difficulté, ils ont testé des trucs, ils ont tenté des trucs. J'espère que vous n'aurez pas tous forcément un bad buzz quand... C'est pas forcément l'étape obligatoire. C'est pas l'étape obligatoire. J'essaie de remettre le mot buzz à l'intérieur du processus. Mais c'est vrai que tester des nouvelles choses, ça vous permettra aujourd'hui d'être beaucoup plus maître au final du contenu que vous allez mettre en avant et surtout de la connaissance que vous allez avoir sur votre communauté. Et enfin, sur le côté veille, on en avait parlé avec mes camarades. C'est vrai que la veille, c'est quelque chose qui prend du temps. Là, on vous a partagé tout à l'heure le côté pardon, le noir m'a agité l'œil. Faire de la veille, en fait, ça demande du temps. Là, on vous a proposé des différentes tendances qui sont sorties sur ces dernières semaines. Et en fait, juste rechercher de l'information, ça prend du temps. Mais en fait, parfois, il faut aussi s'autoriser de se prendre ces 10-15 minutes de veille pour rester en fait à mettre de l'information, avoir toute cette connaissance en fait sur les différentes plateformes et être en mesure de pouvoir proposer, tester des nouvelles choses. Faire de la veille aussi, ce qui est important, c'est de ne pas faire que de la veille dans le tourisme. C'est vrai que moi, ça m'arrive régulièrement quand j'échange avec certains clients qui me disent « Ah ouais, mais mon voisin, il a fait ça ».
faut que je fasse pareil parce que lui, ça a fonctionné. Alors certes, ça a fonctionné peut-être sur cette structure, sur ce territoire-là, mais votre territoire aujourd'hui ne sera pas forcément celui qui sera le plus pertinent de mettre en avant un tel format. Ça peut être n'importe quel exemple. Mais aujourd'hui, en fait, rentrer dans tout ce processus de créativité va vous permettre d'avoir un message qui sera beaucoup plus intéressant auprès de votre public, et ensuite de tirer vraiment ce fil de créativité. Alors forcément, encore une fois, la créativité, il y a quelque chose qui est en lien avec la création de vos posts, et vous n'avez pas forcément les structures qui permettent aujourd'hui de faire des super posts, des posts qui vont être un peu plus léchés, un peu plus techniques. Cependant, avec tous les tendances, les nouvelles tendances en lien avec l'authenticité des contenus, c'est quelque chose aussi que vous pouvez vous servir grâce à ça. On l'a vu avec BeReal, TikTok Now, on en a parlé, le côté de personnifier en fait les gens, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a plein de choses que vous pouvez tester. Et en fait, ne pas avoir peur d'être créatif, c'est quelque chose aujourd'hui qui est primordial et qui peut être vachement important. Je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus que vous l'avez abordé sur la première heure, le fait de dédramatiser cette étape de test où on dit finalement, à partir du moment où j'appuie sur le bouton publier, la sentence va tomber. Court terme sur des réactions immédiates, éventuellement sur les commentaires, etc. On anticipe un peu parfois des difficultés qui peuvent ne pas apparaître sur son propre algo, le reach sur du plus moyen terme, et donc vous insistez beaucoup sur le fait qu'au contraire il faut tester. La communauté ne va pas nous claquer dans les doigts au premier post mal maîtrisé, même si nous au moment où on a cliqué sur le bouton publier, on est persuadé d'avoir fait les choses dans les règles de l'art et dans le sens de la communauté. Ça peut ne pas matcher, et ça fait plusieurs fois que vous le dites, et je trouve que c'est un message important de cette matinée aussi, parce qu'il va permettre de déployer, de mettre en œuvre bon nombre des tendances que vous avez abordées. Avant qu'on revienne vers la salle, est-ce que Delphine, Jonathan, vous voulez un petit peu compléter sur cette partie-là ? Je pense que c'était assez clair, mais moi j'aimerais vraiment insister sur la partie veille. Alors effectivement, c'est une chose sur laquelle on peut difficilement trouver du temps en fait pour faire de la veille. D'autant plus quand on est CM en office de tourisme, par exemple, et pour le coup, on peut faire aussi de l'accueil et bien d'autres missions. Mais en fait, c'est essentiel pour ne pas rester dans un train-train quotidien et toujours faire des posts photos avec un boarding très basique. Ce qui est bien et ce qui peut d'ailleurs très bien fonctionner, mais c'est vrai que pour se challenger soi-même, et pas simplement essayer de plaire à la communauté, juste même aussi pour soi. C'est important de faire de la veille et trouver des idées créatives qui nous motivent au quotidien et qui nous donnent tous les jours envie de commencer notre journée. Et pour compléter aussi, je pense que de tester des nouvelles choses, c'est intéressant parce que là j'ai l'exemple de BeReal, hein, encore une fois, où une marque B2B s'est lancée dessus. Alors que normalement BeReal c'est plus B2C, c'est plus pour notre famille, nos amis, etc. Et donc c'est Merci Andy qui s'est lancé. Et en fait ils en ont profité pour faire de la presse autour de tout ça. Et donc du coup, bien sûr vous, votre cible, ça va être les personnes de votre zone géographique, mais il y a aussi le côté métier. On le voit beaucoup et de plus en plus sur LinkedIn, où on partage nos retours d'expérience avec nos pairs sur, voilà, moi je me suis lancé en tant qu'office de tourisme sur BeReal, voilà ce qui s'est passé. Alors je dis pas de vous lancer sur BeReal, mais je veux dire, ça peut être une opportunité, une idée. Mais le fait de rester à l'affût des dernières nouveautés, ça peut vous donner des idées et vous direz pourquoi pas. Et derrière, ça peut encore plus vous donner de visibilité. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant d'utiliser cette veille en ce sens-là aussi. Question, mais je vais les garder pour moi, ou plutôt pour un petit peu après. Alors, sur cette partie créativité, le processus qu'on peut mettre en œuvre, y compris sur la création de nouveaux formats, qui a été pas mal abordé. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez nous faire part de votre expérience? Comment ça se passe aussi chez vous? Comment éventuellement vous avez organisé tout ça tout seul, en équipe? C'est intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on fait passer les micros dans la salle. Marie est à votre disposition pour ça. Bonjour, Odile David, moi je représente des établissements hôteliers plutôt haut de gamme et je les conseille sur la partie commerciale et communication. Et en fait, j'avais une question tout à l'heure qui peut peut-être être posée maintenant et qui va aussi rejoindre
cette thématique de trouver justement des nouvelles avoir de la créativité. Alors la première question que je souhaitais vous poser et à laquelle on est pas mal confronté en fait, c'est donc effectivement la nécessité de pouvoir quand même utiliser plusieurs réseaux social, ouais, bref, un réseau social, on va dire des réseaux sociaux. Donc je rejoignais, je crois que c'est Delphine, votre prénom, tout à l'heure sur l'utilisation de Facebook, parce que moi je suis plutôt sur un positionnement hôtellerie haut de gamme, avec donc une clientèle plutôt senior qui est encore assez friande de Facebook. Mais on a besoin d'Instagram, mais on a aussi besoin, etc. Et l'autre fois, je posais la question à savoir quid de Pinterest, dont on n'entend plus parler. Par contre, c'était super à la mode il n'y a pas si longtemps que ça. Et quid de TikTok, de machin, de trucs de main, voilà. Donc en fait, on peut vite être dépassé. Moi, j'ai bientôt 50 ans, donc autant vous dire que je suis déjà larguée. Mais la question, donc, c'était, et c'est mon avis, donc je vous pose la question, c'était surtout de ne pas négliger en fait tous ces réseaux sociaux. On est quand même confronté à un timing et à un problème de ressources à l'intérieur de nos maisons qui fait qu'on ne peut pas passer trop de temps non plus sur les réseaux, car je reste persuadée que le démarchage B2B fonctionne encore très bien pour remplir un hôtel 5 étoiles, qu'on a besoin aussi d'être vraiment présent sur d'autres plateformes que les réseaux sociaux, mais on ne peut pas passer à côté. Donc moi j'avais envie de vous poser la question, est-il nécessaire, et je pense que oui, de garder tous ces réseaux sociaux quand même, le Facebook, l'Insta, le Pinterest. Alors on m'avait répondu que c'était plus sur des hôtels plutôt design, machin, etc. Donc après, tous les autres, hein, peut-être est-ce qu'il faut qu'on se mette à TikTok demain, etc. Donc ça c'est la première question. Et si oui, donc bien sûr être dans la stratégie de dire j'ai ma cible de clientèle pour Facebook, également sur Insta, etc. Donc si oui, il faut qu'on utilise de nouveaux réseaux, les BeReal, etc. Et si on fait ça, peut-on faire un espèce de duplicate, c'est-à-dire que je fais ma photo Facebook avec mon contenu. Bon, je sais à peu près que je peux faire à peu près la même chose sur Insta, mais je vais parler un peu différemment, je vais mettre des hashtags. Et quid des autres? Parce que là, effectivement, on en revient à passer un temps fou. Voilà, c'était un peu ces deux questions, si elles sont claires. Voilà. Pour boucler un peu avec la thématique de la créativité, pour le dire autrement sur le multicanal, ou pour compléter un peu la question de madame, est-ce que des plateformes, certaines se prêtent plus justement au processus créatif que d'autres? Est-ce que certains réseaux appellent peut-être des choses plus normées? Et puis on va s'arrêter là pour l'instant, on traitera peut-être la deuxième question. Pour réagir, merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que ce qui est important, et un peu pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui est essentiel en fait, c'est de connaître les spécificités des plateformes. Aujourd'hui, on va pouvoir poster des photos sur Facebook, mais il sera important sur Instagram de garder, on va dire, les formats qui vont être performants. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire un duplicata qui est simple, cependant, ce ne sera pas forcément poussé par les algorithmes. On en a rapidement parlé tout à l'heure, mais les algorithmes sont assez tatillons, si je peux dire, sur les différents contenus qu'on va pousser. Donc effectivement, si je prends votre exemple, on pourrait prendre une photo sur Facebook et la mettre sur Instagram, mais est-ce que déjà cette photo elle répond aux enjeux de votre communauté sur la plateforme? Donc si c'est le cas, alors oui, on peut la mettre. Et est-ce qu'elle reste dans les codes et dans les formats de la plateforme? En soi, effectivement, même sur un BeReal, après BeReal c'est un peu différent, on ne pourra pas prendre juste une photo comme ça, parce qu'il y a le côté devant et derrière en fait quand on prend une photo, donc c'est peut-être un peu différent, ou même un TikTok, ou un Pinterest aussi. Pinterest aujourd'hui c'est un gros, ils ne sont pas morts, hein. Pinterest ils sont toujours là, ils sont hyper actifs, et ils vont mettre en avant des outils en fait qui permettent aujourd'hui de pouvoir réagir aux tendances et de prédire, en fait ils l'ont déjà lancé en France, mais de prédire en fait ce qui va être dit sur tel ou tel sujet. Je donne un exemple, aujourd'hui parfois les enjeux sur la randonnée, ce ne sera pas forcément que l'été. En fait en les poussant, il y a les utilisateurs de Pinterest vont pouvoir les chercher un petit peu en amont. Donc c'est pour ça en fait à chaque fois ce qui est important pour répondre à votre question, c'est de connaître en fait quelle est notre communauté sur les plateformes et quel contenu on peut créer en fait grâce au format des plateformes. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le processus éditorial dans l'élaboration stratégique, mais il y a aussi le processus de diffusion, hein, où on va vraiment choisir quel contenu sur quelle plateforme pour quelle cible de clientèle. La deuxième question, du coup, pour aussi que tu
tu puisses un peu nous éclairer. Est-ce qu'on voit bien la nécessité aussi de recycler une partie des contenus? On voit que ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, quelles qu'elles soient, techniques, humaines, financières, si on externalise. Donc la tendance veut plutôt qu'on aille vers la réutilisation des contenus ou carrément les dupliquer. Alors on a eu la réponse, on va dire technique, algorithmique, d'un côté, qui nous éclaire déjà beaucoup, et si on la remet en rapport justement du processus de créativité, est-ce que c'est pas complètement incompatible, à la fois nécessaire d'un côté, incompatible avec la créativité de l'autre? Comment on fait pour gérer tous ces aspects-là, quoi? C'est justement sur ça que je voulais, tu vois. partir. Effectivement, on l'a déjà dit, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. Je pense que dans les pistes de réflexion, le recyclage, c'est très intéressant. Recycler, c'est pas forcément... ça peut être prendre une photo et la republier ailleurs, etc. Mais nous, je sais qu'on le pratique tout le temps. C'est surtout garder le même fond sur lequel on a déjà beaucoup travaillé et changer la forme. Je vois, en ce moment, on crée des articles de blog qui deviennent des carousels, qui deviennent des reels, qu'on peut aussi transformer en TikTok et qui peuvent aussi devenir des conférences ou des podcasts. Enfin, en fait, c'est vraiment hyper varié. Alors bien sûr que ça va demander un peu de temps de création. On ne peut pas aller partout tout le temps. Il faut faire des choix. Mais c'est très intéressant et ça permet de limiter les coûts humains, coûts en termes de temps passé aussi. Donc le recyclage pour moi est une solution. En tout cas, on la pratique, on utilise cette technique en interne et ça marche plutôt bien. Par contre, on adapte effectivement la forme par rapport au réseau, puisque encore une fois, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. Donc c'est important. Mais en tout cas, ça fonctionne. Enfin, en retour d'expérience. C'est un bon juste milieu, en tout cas. Ouais, complètement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, j'ai mon pense-bête avec moi, parce que les séquences sont nombreuses. Demain après-midi, demain matin, 11h15, faut-il investir tous les réseaux sociaux pour promouvoir son business? Et donc, on fouillera un petit peu plus cette question-là que vous adressiez à nos intervenants. Voilà, savoir comment on travaille cette stratégie multicanal. Est-ce qu'on peut s'autoriser à ne pas être présent sur certains réseaux? Donc on fouillera ça un petit peu plus demain matin. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cette partie créativité? Je vois une main levée ici, j'en vois d'autres là-bas. Si je peux juste me permettre de poser une très courte question. Existe-t-il aujourd'hui des plateformes, je pense à Later, mais des choses qui permettent justement de gérer tout le truc magique, vous savez? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas objectif. C'est vous, en fait. Il y a eu un indice. C'est notre concurrent. Il y a eu un indice dans la présentation des intervenants, mais je vous laisserai revenir sur la première. Soyez attentifs à la dernière slide. Après, mais on va la réafficher. Après, il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui de faciliter le quotidien, globalement. Complètement. Celui-là fonctionne. Celui-là est très pas le répéter, mais... Marie, j'ai vu des mains levées ici, j'en ai vu également là-bas. Bonjour, je m'appelle Véronique. Vous parlez de création. Ça me fait penser à une chose, Instagram, les Reels. Si je veux être le plus naturel possible, qu'est-ce que vous recommandez en termes de, on va dire, de création avec le meilleur algorithme? Est-ce que c'est de créer un Reel directement depuis Instagram, donc depuis son mobile? Est-ce que c'est d'utiliser Canva et de faire, on va dire, forcément un Reel un petit peu plus chiadé, on va dire, ou Premiere Pro, mais forcément qui va prendre plus de temps, ou est-ce que finalement de le faire sur Premiere Pro, des fois on perd trop de temps à le faire, alors que si on le faisait directement depuis le mobile, ce serait peut-être plus efficace. Est-ce que vous avez du recul par rapport à ça? Je parle bien entendu sur le côté plus entreprise, hein, mais des fois on a l'impression de passer vraiment beaucoup de temps pour pas forcément de retour, et des fois on va faire un Reel qui dure effectivement 8 secondes, avec une bonne musique, et puis il va y avoir un nombre de vues incroyable. Donc, est-ce que c'est d'alterner, ou est-ce que finalement, il y a une stratégie autre que vous recommanderiez? Voilà, merci. En fait, il faut tester. L'idéal, ça va être effectivement d'alterner, d'essayer de surfer aussi malgré tout sur les tendances. C'est-à-dire que parfois, on peut très bien diffuser un Reels monté avec différents plans, et tout un storytelling, donc vraiment quelque chose de monté qui va prendre du temps. Et je pense que le Reels d'après peut très bien être un Reels avec un plan séquence très court et une musique tendance de l'application. Moi, c'est vrai que le conseil que j'aurais tendance à donner, c'est que si les Reels ne sont pas sponsorisés, qu'il n'y a pas de budget pour cette partie-là, l'idéal, ça va vraiment être de choisir le son qui va être certes adapté à ce que vous souhaitez montrer,
mais surtout un son de tendance, puisque les sons de tendance dans Instagram, pour le coup, ils sont poussés par l'algorithme. Et donc, ça permettra d'avoir normalement de meilleurs résultats. Mais je pense que la communauté, elle apprécie en fait avoir un contenu varié. Donc, avoir un Reels très court avec juste un magnifique panorama, ça peut être très sympa le mardi. Et puis, le jeudi, un Reels monté sur toute une thématique randonnée. On voit quelqu'un lasser ses chaussures, aller en montagne, etc. Ça peut être aussi très bien. Du coup, vous vous adressez en plus à différentes cibles, vous testez. Et si au final, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, c'est tel type de Reels qui fonctionne, on peut s'en contenter. Mais encore une fois, les tendances, elles changent, j'ai envie de dire, toutes les semaines presque sur les Reels. Donc en fait, il faut sans cesse... Mais depuis le mobile, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai envie de dire pas forcément. Alors apparemment, l'algorithme, effectivement, préfère quand tout est fait dans l'application directement. D'autant plus qu'on peut vraiment choisir d'ajouter des textes, des stickers et le son. Après, il ne faut pas se priver d'essayer de monter un Reels de son côté, mais effectivement, si on privilégie que le côté algorithme, alors oui, on passe plutôt par l'application. Et concernant les musiques, vous savez que quand c'est une page entreprise, on est quand même très limité. On n'a forcément pas les musiques tendances qu'on aimerait mettre. Oui, dans ce cas-là, il faut avoir un compte créateur. Donc malheureusement, si on ne souhaite pas passer en compte créateur et qu'on reste avec un profil plus classique, il faut malgré tout essayer de trouver les rares sons de tendance qui sont possibles d'avoir sur son compte. Quand vous dites un compte créateur, c'est-à-dire ? Il y a plusieurs comptes différents sur Instagram. Le compte créateur permet d'avoir des spécificités différentes, dont l'accès à un florilège de sons tendance. Quelle en serait la contrepartie de cette éventuellement bascule sur un compte créateur ? Les contreparties, vous les avez en tête ? On a compris ce qu'on y gagnerait, est-ce qu'il y a à y perdre ? Oui. Pour le dire autrement. En fait, on n'est pas poussé en tant qu'entreprise comme profil profil entreprise. Donc c'est là où on est un peu, en fait, on change la façon qu'on a d'être perçu par l'algorithme. On est perçu vraiment comme un créateur et pas comme une entité à proprement parler. Donc il n'y a pas forcément d'études qui sont faites sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Par contre, de mémoire, Meta n'est pas hyper convaincu par le fait en tant qu'entité de devenir créateur. Je crois qu'il y a juste une petite spécificité par rapport à ça. Alors j'ai peut-être une solution. C'est l'outil. Il y a eu le bruit de super outil. Non, alors en fait, c'est juste que je vais faire un petit disclaimer juste avant. Je suis pas sûr. Enfin, normalement c'est ok, mais en fait, vous pouvez rester en business et vous mettez en tant qu'entrepreneur et vous garderez les sons qui sont dispo en tant que créateur. Ce qui fait à certains, puisque pour aller sur un outil, il faut être en business et pas en créateur. Donc nous, c'est le conseil qu'on donne à nos utilisateurs. Maintenant, si on n'a pas accès en fait à toutes les musiques en tant que business, c'est qu'il y a une raison légale au niveau des sons. Et c'est pour ça que c'est un peu flou, c'est un peu une zone grise. Donc je vous le dis, mais ça ne sort pas d'ici. Si c'est enregistré, on coupe. Non, voilà. Vous pouvez donc vous mettre en business, entrepreneur, vous aurez les sons et vous garderez tous les bénéfices du côté business. Après, il y en a d'autres, d'être créateur, effectivement. Mais c'est vrai que c'est la petite astuce qu'on donne. Et juste aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas d'étude concrète qui a établi que de passer par Insta, c'était favorisé par l'algo. Mais c'est vrai que c'est un peu une info ambiante qui est là. Et autre élément, si vous faites du recyclage depuis TikTok, veillez à ne pas garder le watermark, le logo qui s'affiche TikTok un peu partout, parce que ça, pour le coup, alors encore une fois, il n'y a pas d'études, mais ça a été des tests. Enfin, il n'y a pas d'infos de la part d'Insta, de Meta, mais ça a été des tests réalisés. C'est pas trop apprécié. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire le contenu pour ce réseau social-là, ou en tout cas de le recycler sans ce watermark. Bon, tout ça pour rassurer les entreprises que maintenant on est quand même obligé de confier des missions à des CM en interne qui doivent rester sur leur portable dans la journée au bureau. Exactement. Et on n'en parlerait pas un petit peu plus tard de
de ça. Vous êtes super. Ça y est, c'est bon, Vous me donnez plein de perches pour les prochaines parties. C'est les problématiques quotidiennes. Et justement, c'est pour ça qu'on les aborde. On va décrypter plus en détail l'algorithme de TikTok, notamment sur un atelier dédié. Mais globalement, sur ce genre de format, on retrouve des similitudes algorithmiques sur les autres plateformes qui ne gèrent pas ces contenus et l'engagement sur les contenus de la même manière. Je vous propose qu'on enchaîne sur la tendance suivante. Je sais qu'il restait quelques questions sur cette première-là, mais on aura le temps de les reprendre plus tard. Alors, on l'a vu lors du premier atelier, il y a une forte tendance qui a émergé. C'est le fait de communiquer de manière plus responsable sur toutes ces plateformes et particulièrement donc, sur les réseaux sociaux. C'est une tendance qui est souhaitée par les voyageurs, mais c'est aussi finalement une tendance qui est de plus en plus ancrée dans les stratégies des structures touristiques. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, avec My Destination, on a créé une enquête, une étude, où en fait, on a eu plus d'une centaine de répondants, de communicants d'OT, d'ADT, de CRT qui ont répondu. Cette enquête, cette étude, elle avait pour rôle de creuser le sujet du tourisme responsable, de est-ce que vous en parlez dans vos structures et de quelle manière. Donc c'est une étude qui a été analysée depuis de notre côté et on va voir ensemble les différents résultats. Sachant que le premier résultat, celui qui nous a vraiment tapé dans l'œil, c'est celui-ci. 78% des destinations touristiques françaises abordent le sujet du tourisme responsable sur leurs réseaux sociaux. C'est un chiffre qui nous a donné le sourire parce que c'est 21% de plus qu'en 2021. Donc ça montre bien que la tendance, elle est bien présente et surtout elle est adaptée de la part des structures touristiques. Alors évidemment, s'il y a 78% qui abordent le sujet, ça veut aussi dire qu'il y a 22% qui ne l'abordent pas ou qui l'abordent peu, qui ont des difficultés en tout cas à en parler sur leur réseau. Et on a voulu savoir pourquoi. Et alors, nous est remonté une donnée, c'est 4 points bloquants particuliers. Le premier point bloquant rencontré par la majorité des CM aux 4 coins de la France, c'est le fait que le territoire ne s'y prête pas forcément. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a des destinations qui sont peut-être un petit peu moins enclins à ça, enfin dans le sens où effectivement, si on a un territoire full nature, ce sera peut-être plus facile qu'une ville citadine, enfin qu'un endroit citadin. Mais malgré tout, c'est en tout cas la première donnée qui a été remontée. Ensuite, il y a la peur de faire du greenwashing ou d'être moralisateur et donc forcément de se mettre aussi à dos sa communauté et de faire le bad buzz dans ce cas-là sur un post. Ensuite, on a le manque de listing d'acteurs engagés du territoire ou plus généralement en fait manque d'idées, manque de sujets à aborder, peur aussi de ne pas forcément être légitime. Et puis le manque de contenu, qui est finalement, ça c'est une problématique qui revient constamment, peu importe le sujet traité, puisque le manque de photos, le manque de vidéos, je pense que tout le monde y est confronté, et alors encore plus quand on parle de tourisme responsable. Alors maintenant qu'on a ce constat-là, qu'on a analysé tout ça, comment faire pour communiquer de manière plus responsable? Alors en fait, la chose importante à savoir, et c'est ce qu'on va voir ici, c'est qu'on a finalement classé 12 sujets, 12 thématiques qui ont un axe responsable. Parce qu'en fait, communiquer de manière plus responsable sur ces réseaux sociaux, c'est pas forcément parler d'environnement. Et je pense que c'est ce qui est plus difficile à se mettre en tête, c'est que finalement, si on veut communiquer de manière plus responsable, ça ne concerne pas forcément que des posts nature. Donc, certes, la plupart des CM, justement, parlent de cette partie-là, mais il n'y a pas que ça. Et notamment, en queue de peloton, on va avoir 4 sujets qui sont assez peu abordés par les community managers. Alors, peut-être pas forcément parce qu'ils ne trouvent pas ça pertinent pour leur territoire, mais peut-être juste parce qu'en fait, ils n'y pensent pas, peut-être que vous n'y pensez pas. Et donc, parmi ces thématiques, on va avoir la partie accessibilité sociale. En fait, tout simplement, c'est le fait de parler d'activités qui sont gratuites. Le fait qu'un musée, une fois par mois, ouvre ses portes de manière gratuite, et le fait de le dire dans son wording, finalement, on n'y pense pas, mais c'est une information qui peut intéresser les gens qui ont un petit budget, encore plus en période d'inflation. Donc c'est vraiment quelque chose qui pousse votre poste à être plus responsable,
sans avoir ce côté forcément moralisateur, bien au contraire, puisque finalement, on vient communiquer une info hyper sympa pour la communauté. Autre thématique très peu abordée, c'est l'inclusivité. Alors là, évidemment, ça dépend énormément du territoire, et puis surtout, en général, c'est là qu'on va avoir le manque de contenu. Mais moi, je pense à plusieurs destinations qui le font très bien, notamment Bordeaux Tourisme, qui arrive très facilement à mettre des photos de couples homosexuels sur ses posts. Alors, il faut avoir le contenu, mais c'est un contenu qui fonctionne. Et pour le coup, on peut aussi avoir un petit peu peur des réactions en commentaire, mais en général, ça passe extrêmement bien. Et ce côté inclusif, il est très important pour que toute la communauté se sente concernée. Autre thématique peu abordée, c'est le numérique responsable. Puisqu'en fait, en général, quand on pense tourisme responsable, on ne pense pas à la partie numérique. Et pourtant, elle génère énormément de pollution numérique, justement. Enfin, dans un voyage, on va utiliser notre téléphone constamment, généralement en 4G, alors que la 4G consomme 23 fois plus que le Wi-Fi, par exemple. Et c'est plein de petites choses comme ça qu'on va pouvoir venir insérer dans les wordings de nos posts, ou même sans forcément en parler, mais de le montrer sur des visuels, par exemple. Mais c'est vraiment des infos auxquelles on ne pense pas et qu'on peut juste inclure dans le wording. Et enfin, dernière thématique qui est la moins abordée de toutes et qui, pourtant, à mon sens, est l'une des plus faciles à utiliser dans ces publications, c'est la partie santé et sécurité. C'est peut-être que ce n'est pas très clair comme thématique, mais en fait, la santé et la sécurité, c'est peut-être tout simplement dire que lorsqu'on va en randonnée, on emmène avec soi une trousse de premier secours au cas où on se blesse. C'est tout simple, on n'y pense pas forcément, et encore une fois, ce n'est pas forcément moralisateur, et pas besoin d'avoir du contenu spécifique, pas besoin d'avoir un territoire particulier pour en parler, pas besoin d'avoir une liste d'acteurs engagés non plus. Donc en fait, les points bloquants, on les élimine totalement avec ce genre d'éco-gestes qu'on vient juste ajouter dans certains posts. Alors évidemment, une fois qu'on a toutes ces catégories, il y en a 12, donc ça veut forcément dire qu'on se retrouve plus ou moins dans presque toutes, ou en tout cas dans une majorité, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut en parler dans tous les posts et qu'il faut submerger la communauté tout d'un coup d'éco-gestes vraiment dans tous les posts ou dans tous les visuels. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'y aller petit à petit et de former sa communauté à avoir ce genre de gestes, ce genre de bons conseils. Et c'est vraiment ce qu'on avait envie de vous dire aussi avec cette enquête, c'est que finalement, vous en parlez déjà, et peut-être que c'est un côté très redondant, le fait de parler toujours peut-être de la protection de l'environnement ou des mobilités douces, mais qu'il n'y a pas que ça. Merci. Messieurs, vous voulez compléter, réagir? Est-ce que c'est des choses que vous ressentez vu de votre fenêtre, vous aussi? C'est vrai que comme je l'avais dit tout à l'heure, pardon, la communication responsable aujourd'hui, et communiquer de manière plus responsable sur les réseaux sociaux, c'est un enjeu qui est hyper important. De mon côté, je trouve que on est tous plein de contradictions globalement sur notre manière de consommer aujourd'hui. Le fait de prendre l'avion alors qu'on cherche à avoir une vie un peu plus responsable, en tout cas dans des convictions un peu plus écologiques. C'est vrai que de mon côté, par rapport à la communication sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je pense qu'il est important de ne pas voir ça seulement comme une stratégie en fait social media. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que les actions qui sont prises en place par le territoire soient vraiment ancrées en fait, de communiquer sur des choses qui sont importantes, qui ont été déjà mises en avance, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette question un peu de légitimité. Est-ce qu'un territoire est légitime de parler de tel ou tel sujet? Je pense qu'il n'y a pas un sujet aujourd'hui à gommer. Et tu l'as très bien fait justement sur tous les différentes catégories thématiques aujourd'hui de communication responsable que l'on peut avoir. C'est vrai que le tourisme aujourd'hui peut apporter énormément sur un plan économique. Il y a plusieurs territoires, des territoires d'outre-mer ou différents pays qui sont principalement, en tout cas sur un plan économique, qui ont besoin de ce tourisme. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement gommer en fait, via le fait de prendre ou ne pas prendre l'avion. C'est pour ça aujourd'hui, de mon côté en tout cas, c'est hyper important de réfléchir aujourd'hui la manière de communiquer de manière durable comme un tout et pas seulement comme une stratégie qu'on va pousser en disant voilà, je veux me montrer comme plus responsable, mais vraiment quelque chose qui soit ancré dans la communication, dans la manière de réfléchir aujourd'hui du territoire. Oui, complètement. Puis, je me suis permis de réafficher les 4 points bloquants rencontrés par les répondants de votre étude.
J'ai l'impression qu'il y en a 3 presque qui font écho à l'un. Si on considère le manque de contenu comme étant un manque structurel et pas conjoncturel, il me manque la photo, mais elle existe quelque part, il ne reste plus qu'à aller la prendre. Le manque de listing et d'acteurs engagés, donc on est sur une problématique de fond. Pareil pour le territoire qui ne s'y prête pas, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément eu la réflexion stratégique, non pas de communication pour le coup, mais de développement touristique et de transition durable de la destination et de l'économie touristique locale. Et donc de toute manière, certes, il y a des tips à travers les 12 thématiques et on peut déjà démarrer en se positionnant sur l'une d'entre elles et on voit que le choix est vaste. Mais malgré tout, pour être justement ne pas tomber dans le greenwashing et enlever aussi cette peur, c'est aussi se rassurer certainement sur le fond et la stratégie touristique de la destination. En fait, communiquer de manière plus responsable, c'est une plus-value à la communication de tous les jours qui existe déjà. Et c'est un sujet qui sera plus abordé lors de la conférence de cet après-midi, la D12, par Sébastien Repetto, justement, à l'initiative de cette étude. Mais c'est une plus-value à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Donc c'est un petit plus qui compte et pour les voyageurs et effectivement pour la planète. Déjà, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé. Bravo. Et juste en complément parce que là on parle des sujets en fait abordés. Moi, ça m'a tout de suite fait penser aux outils aussi qui sont mis en place par les réseaux sociaux pour nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Je pense notamment à l'accessibilité, où c'est déjà, on a la chance de travailler avec tous les ministères, etc. Et depuis 1 an, 2 ans, c'est déjà une directive d'aller en ce sens-là, de rendre son contenu plus accessible. Mais ça le devient encore plus pour nous tous. Et notamment, ne pas hésiter à utiliser la balise alt, balise alternative, pour indiquer ce qui se passe sur les images. Et on voit, vous l'avez peut-être déjà vu, vous savez, ces typographies que beaucoup utilisent à la façon d'MSN, comme à l'époque, mais je l'utilise aussi, où on met en gras, en italique, etc. C'est assez sympa de les utiliser, ça permet de mettre un peu de mettre en exergue certains mots dans nos posts, mais en fait il faut savoir que les outils utilisés par les personnes malvoyantes ou non-voyantes ne lisent pas ce genre de texte. Et donc je pense qu'en plus des sujets qui sont très importants à aborder, il y a aussi dans la technique, dans ce que vous faites au quotidien pour rendre votre contenu plus accessible de manière générale. Voilà, oui, et pour rebondir aussi dans ton sens, on va aller faire de la vidéo et on sait combien la vidéo consomme de place serveur, de débit, etc. J'ai vu apparaître, je crois, sur une des vidéos qu'on va voir dans le top des vidéos touristiques tout à l'heure, un petit bandeau sur une vidéo qui est de très bonne qualité, mais un petit bandeau sur un smartphone. Cette vidéo peut être regardée dans un débit moindre que la totalité de la résolution en 1080 qui va effectivement consommer beaucoup de débit et donc d'énergie. Donc on peut quand même malgré tout continuer à produire du contenu, faire son travail de communicant, mais toujours en gardant à l'esprit tout de même à chaque fois ce qu'on peut faire qui va dans le sens effectivement d'une communication qui est plus durable, plus responsable. Tu l'as illustré à travers l'éditorial pour laisser la possibilité à tout le monde et les outils qu'ils utilisent de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations. Donc éviter effectivement certaines mises en forme qui peuvent poser problème. Et également dans le contenu multimédia, il y a bien des choses à faire. Peut-être revenir vers la salle, pareil, pour vous faire un petit peu réagir. Toujours pareil, sur des expériences. Est-ce que vous avez opéré cette bascule? Est-ce que vous êtes dans les 78 ou les 22? Et puis peut-être illustrer justement cette expérience, vous poser une question. Moins de main levée. Ah, si, voilà. Bonjour, Jean-Luc, je travaille pour la réserve naturelle des Marais du Viguera, qui est un site touristique en Camargue. Donc j'avais une question tout à l'heure qu'on n'a pas eu le temps de traiter, qui va exactement dans ce que vous venez de dire, madame, sur ces éléments-là de communication responsable. Donc ma question, ce sera plutôt se transformer en remarque, en témoignage d'une structure qui travaille sur ces items-là. Je me posais quand même la question tout à l'heure en amont de la créativité, parce qu'on ne l'a pas définie. Moi, je ne sais pas ce que c'est la créativité, je ne sais pas ce que c'est être créatif. Il nous vient, il me semble, spontanément toujours l'idée qu'il faut être original, il faut avoir les bons mots-clés, les vidéos qui font rire, peut-être aller sur le ton de l'humour, du décalé, etc. Je ne suis pas certain que ce soit toujours ça, mais enfin, ce qu'on a souvent en tête. Donc je me pose la question toujours de c'est quoi être créatif dans la production de ces contenus. C'est peut-être, on en a parlé tout à l'heure, être simplement dans une logique de réponse systématique adaptée aux besoins de ses clients. Pour moi, c'est
la créativité, elle est là, mais on n'est pas forcément quelque chose d'original, de déconnant, de drôle, etc. Et voilà. Et nous, à la réserve naturelle des Marais du Vigan, on a la chance d'avoir quasiment ces 12 items, puisqu'on a une réserve qui fait de l'accueil touristique, on a des chantiers d'insertion, donc on travaille ces questions d'insertion. Mais je voulais juste, alors du coup, témoigner sur le fait que la communication, elle est complexe quand même sur ces items-là, très très complexe, parce que justement, on est dans toujours la limite entre un donneur de leçons, entre quelqu'un d'éco-responsable. Pour un site touristique, ça peut faire peur aux clients parce qu'on se dit, si je viens avec mes enfants, il va jeter un papier et je vais me retrouver à la gendarmerie du coin. Voilà, donc c'est ce que vous évoquez à cet instant-là, la communication responsable, c'est quelque chose de très porteur, hein, créatif pour le coup, mais qui se travaille beaucoup parce que les contenus peuvent parfois vous revenir comme des boomerangs de manière très forte à la figure. Oui, ce sujet-là, effectivement, peut créer ce genre de réaction. À la fois, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse maintenant dans la conscience collective et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça représente même une attente maintenant. On ne comprendrait plus que certaines destinations touristiques ne communiquent pas en sens. Moi, je vais me risquer à compléter un tout petit peu votre définition à laquelle j'adhère sur la réponse aux besoins de notre communauté ou de nos clientèles. Peut-être pour définir très simplement la créativité en disant que c'est juste apporter un nouveau point de vue. Dans le sens où on change de point de vue. Hein. Ceux qui ont vu le cercle des poètes disparus il y a longtemps, ça me ramène de mon enfance, tout ça. C'est ce que proposait Robin Williams, en fait. C'est de changer de posture et de regarder les choses autrement. On peut le faire avec humour, mais pas que, finalement. Ce n'est pas la seule manière. Si on prend cette définition-là d'être créatif, mais Delphine, je crois que la remarque t'était un petit peu adressée, donc je me tais pour te rendre la parole. En fait, être créatif, je pense aussi que certes, ça passe par les formats, mais ça passe aussi par la manière de communiquer. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, on a beaucoup abordé les sujets visuels et les différents formats, mais en fait, écrire un wording, écrire une légende ou même écrire une story, toute cette partie storytelling, on peut aussi être créatif juste avec les mots. Et c'est vraiment important de le dire. Et justement, ces mots, il faut bien les peser. Et surtout, il faut s'adapter à sa communauté. Puisque justement, un parc naturel, un parc national, juste un site naturel a normalement une communauté qui est à même de comprendre assez facilement tout ce qui peut être abordé et qui, justement, va souhaiter avoir des détails plutôt précis sur la partie responsable. Juste dire, faites attention à la faune, ça peut être un peu léger pour ce type de communauté et parfois il faut leur en dire un peu plus. Attention à ne pas nourrir les marmottes parce que, et leur donner une vraie raison. Alors que finalement, sur une destination qui va être moins naturelle, ou en tout cas parler juste d'une randonnée classique, mais pas forcément dans un parc national ou un site naturel, le fait d'aller aussi loin dans son explication peut passer pour un côté moralisateur. Donc en fait, il faut s'adapter constamment à la communauté et on va vite s'en rendre compte puisque, encore une fois, il faut faire des tests. Et en faisant les tests, on va se rendre compte si la communauté réagit de manière positive en commentaire en disant « oui, vous avez raison, moi aussi, je ne jette pas mes déchets quand je vais en randonnée, moi aussi, je ne donne pas à manger aux marmottes ». Ou au contraire, la communauté peut aussi faire tout l'inverse et dire bon, il y en a marre, moi si je veux donner à manger aux marmottes, je vais donner à manger aux marmottes. Donc en fait, il faut juste jouer là-dessus et s'adapter. Super. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième partie. On reprendra du coup, s'il y a encore des échanges et des questions, on aura passé en revue toutes les tendances et voilà, on sera libre des sujets à aborder. Effectivement, une troisième partie qui est également importante, c'est la partie santé mentale. Et une première petite question, peut-être en levant la main, est-ce que vous ressentez, vous aussi, je dis vous aussi parce que je m'inclus dedans, le besoin de préserver votre santé mentale en tant que communicant? Est-ce que pour vous c'est important?
On a quand même des mains levées. Je lève la main également. Ouais, une grosse majorité. Je me mets dans le lot et ça répond aussi à la remarque que faisait Madame tout à l'heure sur cette partie multicanal, la multiplication des réseaux, multiplication des contenus si on ne veut pas dupliquer. Donc voilà toute la problématique que ça pose. Totalement, en tant que communicant, on a une charge mentale. Souvent, en plus, on ne fait pas que ça, c'est ce que tu disais, on ne fait pas que les réseaux sociaux, on a tout plein de choses à faire. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'était de vous présenter aussi des propositions, des idées, des pistes pour justement essayer de préserver notre santé mentale à nous tous et nous toutes. Et le premier point que je réalise depuis 2017, c'est de supprimer les notifications. Aujourd'hui, je n'ai plus que les appels et les messages sur mon téléphone, je n'ai plus du tout toutes les autres notifications. Et en fait, je me sens beaucoup mieux parce que la pastille rouge, c'est hyper anxiogène de voir le nombre de notifications qui augmente. Recevoir des pop-up, enfin des notifs tout le temps, pareil. On est tout le temps dérangé. Donc j'ai choisi de choisir le moment pour moi aller voir si j'avais des mails plutôt que le mail qui me pop pour me dire c'est maintenant qu'il faut que tu viennes me voir. Donc ça, c'est un premier point que je trouvais important. Après, et c'est d'ailleurs, ce sera le cas des 8 propositions que je vais vous faire, c'est à adapter, c'est à modifier selon chacun et chacune, mais c'est des pistes. Deuxième point, ça va être enlever l'affichage du pourcentage de batterie. Alors ça, vous l'avez sur l'ordi, vous l'avez sur le téléphone. Pareil, chacun le perçoit comme il le sent, mais c'est vrai que moi ça m'angoisse un peu de voir ce pourcentage de batterie qui diminue. On sait que la batterie va diminuer à chaque fois qu'on achète un smartphone, il y a une obsolescence. Bon, je vais pas me lancer dans ça, mais en tout cas il y a une batterie qui diminue, et c'est vrai que c'est comme les secondes, vous savez, sur l'heure, les secondes qui défilent, on s'en rend pas compte, mais en fait c'est un peu anxiogène, je trouve, alors que ça devrait pas l'être, puisqu'on veut juste voir l'heure, on veut juste savoir si notre portable va durer pour prendre des photos de cette conférence et les publier sur les réseaux sociaux. Troisième point, ça va être mettre les applications sur la dernière page d'accueil de votre téléphone. Très compliqué ça, très très compliqué, je pense notamment aux réseaux sociaux. Qui le fait, ça se teste. Voilà, j'ai testé, j'ai pas réussi. Je pense que ça va aller avec le point d'après, du coup, ouais, je vais en parler en même temps, c'est se créer un mode travail sur téléphone. Là, dernièrement, j'ai vu que sur iPhone, on pouvait créer des sortes d'interfaces adaptées par rapport à notre séquence de vie, sommeil, travail, loisirs. Et en fait, ça vous range les apps en fonction justement du mode. Ça peut être une astuce, ça peut être une idée. Hier aussi, j'ai vu une application qui s'appelle OneSec, je crois pour One Second, et puis qui nous permet en fait de bloquer des apps. Mais il y a aussi ça, je crois, sur les téléphones de manière automatique, où on peut bloquer des apps selon un certain nombre de minutes qu'on passe dessus. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais du coup, on a besoin de ça pour arrêter, quoi. Et oui, surtout quand je vois que j'ai une notif de TikTok qui me dit que ça fait trop longtemps que je suis sur TikTok. Je me dis que je suis assez mature et que je peux gérer ça. Non, j'y arrive pas du tout. Et petite parenthèse, les réseaux essaient à moindre mesure, mais essaient quand même, et je pense notamment à TikTok, de justement, je sais pas si vous avez déjà vu cette notif comme moi, c'est une sorte de TikTok qui vous dit hey, il est l'heure d'aller vous coucher. Genre, ça fait peut-être une demi-heure que tu es dessus, faudrait partir. Et je trouve ça intéressant aussi en termes de santé mentale que ça devienne aussi des sujets importants pour les réseaux. Et d'ailleurs, pour nous, je vois en interne, c'est une application qui nous permet de mieux communiquer sur les réseaux. Je trouve que c'est aussi notre rôle justement de parler de ça, de parler de ce sujet de santé mentale. Autre point, ça va être basculer son téléphone en mode avion. Alors ça, j'ai une petite astuce. Alors il y a deux infos sur ça. C'est la première, c'est aussi pour notre santé, parce que il y a des ondes partout. Alors je sais que c'est pas parce qu'on met son téléphone en mode avion que toutes les ondes des 45 box Wi-Fi autour de nous vont s'arrêter. Mais c'est déjà ça. Donc ce que je fais, c'est que moi j'ai un programme automatique sur mon téléphone qui fait que de telle heure à telle heure, ça me met en mode avion automatiquement. Et j'utilise aussi le mode ne pas déranger ou le mode avion quand je dois rester focus sur une tâche. Justement ça, je trouve ça intéressant. Et ça peut me permettre de travailler, par exemple, sur du recyclage de contenu et ne pas être dérangé pour pouvoir être productif. Ça, c'est aussi intéressant. 6e point, compliqué celui-ci.
Non, mais c'est vrai, je vous partage des choses. Après, je fais pas tout, donc c'est aussi une remise en question. C'est important. C'est la dernière chose qu'on fait en général avant de se coucher. C'est généralement la première chose qu'on fait en se réveillant. Alors quand on le fait à titre perso, c'est déjà une chose. Quand on rajoute la charge mentale de le faire à titre professionnel, c'est encore une difficulté supplémentaire. Je te laisse surtout quand on travaille défendre la numéro 6. Ouais, non, mais c'est important. Alors ouais, que ce soit loin de son lit, loin de soi, dans des moments de réflexion. C'est vrai qu'on a vite tendance à regarder en fait s'il n'y a pas justement cette fameuse notif. Alors moi j'ai réussi quand même à me surprendre et c'est dramatique ce que je veux dire. Enfin, en tout cas ça l'est pour moi. J'ai déjà appuyé genre sur mon téléphone qui n'était pas mon téléphone, genre sur ma poche pour voir si j'avais pas une notif. Enfin c'est trop bizarre. C'est genre notre cerveau est tellement je sais pas habitué à justement avoir des notifs que des fois je tape genre même une fois je me souviens j'avais un bloc-notes noir qui ressemble à mon téléphone du coup. J'ai appuyé sur le bloc-notes. Enfin, je veux dire, on est où? Bon, ça va mieux depuis, vous inquiétez pas. On comprend pourquoi tu as mis tout ça en air derrière. Du coup, je mets les choses en place. Mais c'est pour te dire que, en toute transparence, je vous le dis, parce que je le dis pas à tout le monde. Mais non, mais en toute transparence, je le dis, parce que c'est vrai qu'on peut être confronté à ce genre de choses. Et ça va jusque-là, quoi. C'est fou. Bref. Et du coup, le point 7, et je reviendrai sur le point 8 juste après, c'est établir une to-do list. Alors ça, c'est très, très sympa, c'est très intéressant. Il faut prendre le temps. Et c'est pas facile, mais c'est vrai que ça marche très bien. Le soir avant de partir, faire une to-do list, écrire un peu ce qu'on a en tête pour justement partir l'esprit léger et le lendemain revenir et on y va, c'est parti. On va peut-être pas réussir à tout faire dans la journée, c'est pas grave. Le but c'est pas forcément de la checker entièrement parce que des fois il y a des aléas, mais juste le fait de noter, c'est un peu ce que tu disais sur les idées, c'est de mettre pour pas oublier et aussi pour se dire ok c'est rangé, c'est noté, j'y pense plus. Parce que sinon, ça va créer cette fameuse charge mentale, comme quand notre chambre ou notre appartement n'est pas rangé. Et limiter son temps d'écran. Bon, je ne vais pas trop passer sur ça, parce qu'au final, j'en ai parlé un petit peu tout au long de ces 8 propositions. Le message que je veux faire passer par là, c'est qu'il faut qu'on prenne soin de nous, parce que c'est important, et en tant que communicant, on fait face, j'en ai pas parlé là, mais des fois on fait face à des commentaires qui sont plus ou moins agressifs. Et c'est sûr que c'est simple pour, derrière un ordinateur, d'écrire des mots, mais des mots des fois qui peuvent faire plus ou moins mal, et il faut réussir à mettre cette barrière, il faut réussir à prendre soin de soi. Donc ouais, la santé mentale, c'était un point que je voulais aborder justement pour ce troisième point. Un point important, particulièrement dans cette thématique des réseaux sociaux, du community management. C'est important pour les communicants et c'est important aussi cette prise de conscience pour les managers. Tu parlais des notifications, mais c'est vrai que les réseaux sociaux donnent l'impression que c'est du H24 à la différence de la programmation de newsletter où voilà, une fois que c'est fait, la charge mentale redescend. Là, on sait que quand on a appuyé sur le bouton publier, on a fait pratiquement que la moitié du chemin parce que derrière, il y aura les commentaires, il y aura les réactions et que tout ça, il faut y être en veille. On a l'impression de devoir être ultra réactif et de devoir répondre dans la seconde, ce qui impliquerait pour les collaborateurs concernés de pratiquement plus avoir d'horaire, de week-end, etc. Et donc, il y a ce que ça peut provoquer sur le long terme, de l'épuisement mental, pas aller jusqu'au burn-out, mais on peut peut-être parfois un petit peu surfer avec. Mais avant ça, il y a des sanctions plus immédiates. Tu as parlé justement d'interrompre toutes les notifications, etc., pour des raisons de productivité, pour des raisons de créativité. C'est-à-dire que si on est tout le temps pollué, on n'y arrive pas non plus. En fait, il y a 1000 raisons de s'interroger sur ce sujet-là en tant que communicant pour soi-même, mais aussi lorsqu'on est manager pour ses équipes. Est-ce que vous avez encore un mot à dire là-dessus? Est-ce qu'on rend d'ores et déjà la parole à la salle? Rien de particulier à dire. Je pense que la liste, elle est complète et je pense que c'est un sujet très pertinent parce que quand on est CM, on déborde. Enfin, on déborde toujours. CM, social media manager, chef de projet. Tout. En fait, dans le digital, dans la communication, on déborde forcément. Donc, des tips comme ça, c'est bien au moins de les revoir, même si c'est pas toujours facile de les appliquer, c'est bien de les voir. Moi, j'ajouterais juste que je pense qu'il est important aussi de dédramatiser le fait de devoir répondre tout de suite, dans l'urgence. S'il y a quelque chose d'urgent qui arrive, il y a un truc qui s'appelle le téléphone, que Jonathan ne coupe pas. Donc, du coup, ça permet de l'avoir tout de suite. Mais en tout cas, c'est des choses, voilà, s'il y a quelque chose d'urgent, on s'appelle et on se dit les choses. Plutôt que d'envoyer un mail et ensuite de dire, en fait, tu m'as pas répondu depuis 1 heure. Et un peu sur la manière que je disais tout à l'heure sur la créativité, c'est important de se
prévoir des temps pour soi, entre guillemets, pour avancer sur des sujets. Il y a plein de méthodes qui existent de focus. Ça peut être via la musique, via un peu la méditation, il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui de ranger son cerveau pendant une période donnée. On ne parle pas de couper dans la journée pendant toute une journée. C'est, je trouve, pas très productif. Mais du coup, se dire, voilà, je me prends ces 2 heures pour avancer sur mes sujets, où je coupe mes notifications, mon portable, enfin peu importe, je me mets vraiment dans ma bulle pendant quelques heures ou quelques minutes pour vraiment pouvoir être productif, avancer et ne pas avoir la sensation, parce qu'effectivement, quand on est sur notre ordinateur, toutes les 2 minutes, on a la petite notification qui pop en haut à droite, avec que ce soit le chat du boulot, les mails, les messages des collègues, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, bah oui, notre cerveau est tout le temps dérangé par ces notifications-là. Donc c'est pour ça, s'autoriser d'avoir le temps et de dédramatiser le fait de devoir répondre tout de suite. C'est un peu la FOMO qu'on a tous. Ouais. Mais voilà, le côté où on shift un peu le côté un peu négatif qu'on peut avoir dans ces notifications. Ouais, complètement. Et juste en complément très rapidement, je sais que c'est pas facile, mais je pense que c'est aussi notre rôle en tant que communicant d'éduquer nos cibles, notre communauté, justement à ça. Je sais que nous, de temps en temps, on met on l'a déjà fait, on avait déjà mis des stories où, bah voilà, telle période, on sera en congé, on pourra moins vous répondre, ou on sera un peu en mode veille. Je trouve ça aussi important parce que que tout le monde ait conscience en fait de ça. Ouais, on peut des humains derrière la marque, quoi. Ouais, exactement. C'est une autre manière aussi de l'incarner. Ouais, complètement. Voilà, et puis vous, est-ce que vous avez mis en place des méthodes? Est-ce que c'est géré à un niveau individuel? Est-ce que c'est vraiment une problématique managériale que vous avez considérée pour cette partie-là? Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés ce matin sur les 2 fois 1 heure? Ouais, devant. Là-haut ensuite, Marie, je crois. Bonjour, moi c'est Emma, de la société Réside Hôtel. Au sujet de la santé mentale, ce qu'il y a aussi, c'est apprendre à prendre du recul sur son travail, parce qu'en fait, les gens réagissent en direct à nos publications, à nos posts, et quand c'est négatif, en fait, oui, ça c'est un travail personnel pour ne pas prendre personnellement et se dire c'est que du travail, et bon, cette personne n'est pas contente qu'il y ait un post, qu'on fait une réduction de 20%, bon, tant pis pour lui, mais ça n'a aucun rapport avec ma personne et mon travail, en fait. Ouais, ne pas associer la marque à soi-même et tout à fait. De dissocier les choses. Point numéro 9 à rajouter sur la liste. J'avais vu, oui, par là. Oui. Anaïs, bonjour à tous, de l'Office de tourisme du Champ-de-Val-Gaudemar. Je voulais juste revenir sur le point de ce matin sur l'intelligence artificielle, notamment toutes les campagnes de pub, la Undies, que vous avez montrées. Comment ça marche en termes de droits d'auteur, en termes de réutilisation? Est-ce qu'on peut faire du print avec? Pour moi, c'est vraiment flou. Il y a plein de monde qui commence à les utiliser et légalement, grosse question. Voilà. C'est flou. Pour l'instant, il n'y a rien qui est juridiquement installé. Après, il y a vraiment il y a des vraies discussions qui sont engagées aujourd'hui avec globalement les acteurs politiques internationaux, justement sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces IA. Pour l'instant, il n'y a pas de droit d'auteur parce que c'est quelque chose qui est créé par une IA, donc pas quelqu'un, mais une entité, ouais, quelque chose. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est juridiquement bien établi. On est vraiment dans le flou. Il y a des avancées, il y a des gens qui disent, des articles qui expriment que, ouais, effectivement, ça va être complètement bloqué. D'autres qui disent au contraire que ça va être un peu plus démocratisé. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. On va être attentif à ce qui se dit. Undies, en fait, il n'y a pas eu du tout de droit d'auteur parce qu'ils sont passés par une agence qui a généré ça. Donc c'était plus un coût en lien avec l'agence qui a généré. J'ai plus le nom en tête de l'agence. L'agence de pub, mais pour l'instant, ils n'ont pas, il n'y a pas vraiment de code établi, de loi sur le sujet. Jurisprudence, ça va arriver forcément à un moment. Mais bon, est-ce que le contenu appartient, entre guillemets, à celui qui a écrit le prompt, à l'IA qui a généré le contenu, à celui qui a créé l'algorithme? C'est toutes ces questions-là qui sont... mais aujourd'hui, effectivement, en l'absence de cas sur lesquels on peut se baser, en l'absence de textes juridiques très établis, on s'autorise des choses certainement qu'on pourra peut-être plus s'autoriser demain. Donc c'est
c'est le bon moment là, de sauter sur l'occasion. Alors pour tout ce qui est du web, je crois qu'on peut dire collectivement qu'aujourd'hui, les risques sont assez faibles, voire assez nuls. D'autres marques avec des puissances d'audience voilà, très fortes ont utilisé des contenus IA, n'ont pas été embêtés du tout. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'absence de jurisprudence en la matière. Donc on va nous s'autoriser quand même ce que s'autorisent ces marques-là. Et puis il faut se tenir en veille. Il faut se tenir en veille sur ces choses-là. C'est absolument certain que dans les années à venir, ces intelligences artificielles vont être réglementées. La voiture autonome est un gros sujet sur ces aspects de juridiction. Et donc, quand on va traiter de qui est responsable, est-ce que c'est l'algorithme, est-ce que c'est l'utilisateur? Donc, finalement, celui qui écrit le prompt ou l'IA qui génère. Alors, dans un cas, une prise de décision, tourner à gauche, tourner à droite. Dans un autre cas, créer un contenu. Tout ça, forcément, dans les années à venir. Mais bon, là, on a une petite fenêtre un peu floue dans laquelle on peut se permettre finalement pas mal de choses. Voilà. Super, merci. Allez, on prend la dernière question et après on va sauter un peu. Ah, il y en avait déjà une là-haut. Alors, désolé Franck, avec toute mon amitié, mais ce sera madame pour la dernière question. Oui, bonjour à tous. Je suis Yona de l'Office Tourmalet Pic du Midi dans les Pyrénées. Moi, j'ai une question sur le sujet d'avant, sur les sujets de responsabilité, etc. Nous, on vient de renouveler notre label Tourisme et Handicap. Et on a donc essayé de communiquer là-dessus avec des Reels, par exemple, qui ont très bien fonctionné c'était sur les sujets, par exemple, de fauteuil ski, etc., parce qu'on est au pied d'une station de ski. Et on a testé les guides Instagram sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire quand on est à mobilité réduite, des choses comme ça, mais je ne trouve pas, je n'ai pas de recul je ne sais pas en fait si le guide Instagram marche vraiment. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Je ne sais pas si c'est encore très utile. Voilà, pardon. Alors le souci avec le guide, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune statistique. Ils ont, il y a quelques mois, ajouté la partie commentaires qui n'existait pas auparavant. Donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous ajoutent quand même à un moment des statistiques, puisqu'avec les Reels, c'est le cas. Ils nous ajoutent des stats progressivement. Donc peut-être qu'un jour, on en saura plus sur les guides. Dans tous les cas, le guide, ça prend du temps, puisque c'est vraiment un petit article. Du coup, il faut plus voir ça comme une vraie valeur ajoutée, quelque chose de pertinent qui va en plus satisfaire une partie de la communauté, plus que comme un format qui va apporter de la portée, des statistiques, etc. Se dire que c'est plus de la qualité que de la quantité. Vraiment, c'est ce qu'il faut se dire. Et peut-être se dire aussi qu'un format qui est peut-être plus générateur d'audience immédiate et complémentaire au guide, qui fonctionne bien du coup pour ces choses-là, pour on va dire du conseil touristique, du conseil en séjour, etc. C'est les formats carousel. On en verra dans le top des publications social médias demain matin. Mais par exemple, précisément une rando qui pourrait être très bien une rando accessible avec un certain nombre d'équipements, de dispositifs, où on va comme ça déployer à travers le carrousel, non seulement effectivement la promesse esthétique de moments touristiques aussi de cette balade, de cette rando, de ce moment à ski, et puis en défilant comme ça, mais du coup distiller les éléments d'accessibilité ou de communication responsable. Voilà, sur un format, on l'a vu ce matin avec Jonathan, qui en plus fonctionne très bien du point de vue de l'engagement. Donc voilà, on peut jouer aussi sur différents formats complémentaires et le carrousel permet de déployer un message un peu plus élaboré, un petit peu plus complexe parfois que la photo seule ou l'album. Voilà. Okay. Petite chose juste pour finir, quitte à passer du temps sur un guide, effectivement, alors ça peut être créé de la même manière sur d'autres formats, ou tout simplement quand vous ferez un post photo ou une story, il faut absolument dire que vous avez fait un guide et inciter la communauté à aller voir ce contenu qui est difficilement poussé par la plateforme. Donc c'est important de faire une story d'un écran pour le préciser. Oui, complètement, faire du maillage et faire travailler tout ça ensemble. Allez, super. On va vous remercier pour ces 2 premières séquences experts CM de la matinée. Remercier nos intervenantes et intervenants de talent. Vous pouvez les retrouver chacun pendant le salon, sur leur stand, un petit peu partout. On vous souhaite un très bon appétit et rendez-vous à 14h pour la prochaine séquence d'atelier.